Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un livre. Le livre que je vous propose aujourd'hui est un livre de La Boétie qui s'appelle Discours de la servitude volontaire. Il a été publié chez Flammarion. C'est un un livre tout petit, enfin assez petit, qui fait 40 pages dans ce format. Mais un discours n'a pas besoin d'être long. Juste pour mémoire, pour le situer, à La Boétie, il est né en 1530, il est mort en 1563, 33 ans, il y a des âges comme ça qui sont fatigués pour certains. Et il était, dit-on, le grand ami de Montaigne, même si Montaigne n'en fait pas beaucoup d'état dans ses écrits. Alors pourquoi j'ai voulu vous présenter ce livre, si vous ne l'aviez pas lu? Parce qu'il me paraît extrêmement contemporain, en fait. Que ce qui est dit là est dit pour le passé et est dit pour l'avenir, si on se situe dans l'époque de la Boétie. Mais il est dit aussi pour nous dans notre situation présente, et c'est pour ça que je voudrais vous le faire découvrir. Je vais commencer par un extrait, si vous le voulez bien, que vous êtes obligé de vouloir, sinon vous n'avez pas le choix. Au début de ce livre. Alors oui, vous me dites, mais non, c'est pas le début. Ben si, c'est le début, parce que tout le reste, c'est des commentaires. Et voilà cet extrait. C'est un extrême malheur d'être sujet à un maître duquel on ne se peut jamais assurer qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. Je vais le répéter parce que c'est du vieux français. Alors évidemment, les tournures de phrases ne sont pas les mêmes que notre français contemporain, si tant est que notre français contemporain comporte encore quelques tournures de phrases. C'est un extrême malheur d'être sujet à un maître duquel on ne se peut jamais assurer qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. Autrement dit, notre ami La Boétie nous dit, un despote, un tyran, un gouvernant a la possibilité d'être aimable, mais aussi la possibilité de propager le malheur. Autrement dit, il a tellement de pouvoir qu'il est capable aussi bien de répandre le bonheur que de répandre le malheur. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu beaucoup de tyrans, de despotes, quelle que soit la forme du despotisme, un despotisme républicain, despotisme impérial, etc., despotisme militaire, peu importe la forme. Je disais donc que je ne connais pas dans l'histoire peu de despotes qui auraient répandu le bonheur autour d'eux. Si par contre vous aviez un épisode historique à me donner, ça m'aiderait bien. Alors, quelles sont les questions posées par ce livre? Eh bien, il y en a quelques-unes que je vais essayer de formuler de cette façon-là. La première, c'est comment se fait-il qu'il y ait tant d'hommes qui endurent un tyran? Et en fait, ce que dit... Enfin, la réponse n'est pas tout à fait celle-là, mais La Boétie dit, si tant d'hommes se soumettent à des tyrans, c'est que ces hommes lui donnent de la puissance. Et que donc, en fait, le despote ne tire sa puissance que des gens qui le servent, et de la multitude qui le sert. Et puis il dit aussi qu'il y a deux grands pouvoirs, dans le fond, qui sont complémentaires dans le despotisme, dans la tyrannie. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir du tyran de dominer, et donc d'asservir. Et le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir du peuple d'endurer. Je voudrais juste que nous prenions la situation contemporaine, et je trouve que les peuples, alors pour ceux que je connais un petit peu, que les peuples dans l'Europe occidentale par exemple, et l'Europe du Sud en particulier, ont une grande capacité d'endurance. Et donc les despotes comptent sur cette capacité d'endurance pour affermir leur pouvoir et leur puissance. Il semblerait donc, si vous voulez, et c'est une question que La Boétie pose, il semblerait donc que les hommes, finalement, préfèrent souffrir que de s'opposer à la tyrannie. Et qu'ils ont fait le choix de souffrir, que ça leur paraissait moins complexe, c'est pas le bon mot, qu'il leur paraissait moins difficile de souffrir que de s'opposer à la tyrannie. La remarque que fait La Boétie aussi, c'est que les personnes n'obéissent pas, ils servent, et c'est toute une différence en fait. L'obéissance, elle serait manifeste dans un lieu fermé où la règle est stricte. Par exemple, l'obéissance
à l'école. Enfin, il y a longtemps que j'ai pas été à l'école, pour tout vous dire, mais du temps que j'ai connu ces années-là, il y avait une règle et puis on y obéissait, c'était de l'obéissance. Et on ne servait pas les maîtres, je parle des maîtres d'école, et on ne servait pas le préfet des études, et on ne servait pas le directeur de l'école, on obéissait à la règle. Dans le despotisme, dit la Boétie, il y a quelque chose de supplémentaire. Non seulement on obéit, mais on sert le tyran. Et alors on verra peut-être tout à l'heure comment. Et donc là, il y a un étonnement, la Boétie, c'est qu'il se dit, mais comment se fait-il que des multitudes, des millions de gens souffrent d'un seul? Comment cela est possible? Alors, il se pose la question, est-ce que c'est de la peur générale, collective, ou un assemblage de peurs individuelles qui devient une peur collective? S'agit-il de couardise, dit-il? S'agit-il de lâcheté? Et il rappelle dans l'histoire le courage qu'ont eu Miltiade, Léonidas, et Thémistocle par exemple, qui ont défendu ce petit pays qui était la Grèce contre des empires, notamment les Perses, bien sûr, l'ennemi héréditaire, je vais dire. Et le constat qu'il fait, c'est qu'il dit que quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vaillance dans le cœur, pour reprendre une de ses expressions. En d'autres termes, privés de liberté, nous ne sommes plus vaillants. Donc nous ne sommes pas couards ou lâches par essence. Nous sommes couards et lâches, ou en tous les cas, nous n'avons plus cette vaillance au cœur parce que nous n'avons plus de liberté. Et que même, probablement, l'idée même de liberté nous échappe. Alors il donne quelques recettes quand même, mais enfin c'est assez simple de se débarrasser d'un tyran, il suffit de ne plus le servir. Il ne s'agit pas de le combattre, il s'agit de ne plus le servir. Donc ça veut dire de ne plus rien lui donner. De ne plus rien lui donner. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire aujourd'hui? Eh bien, si nous voulions abattre les tyrannies industrielles ou les tyrannies financières, il suffirait de ne plus les servir. Et pour ne plus les servir, il suffirait soit de faire une grève générale, soit de ne plus acheter les produits qu'ils nous vendent et de trouver des solutions alternatives pour acheter ces mêmes produits. Il ne s'agit pas de ne plus acheter, il s'agit de regarder quels sont les produits qui n'enrichissent pas et qui ne confortent pas la puissance des despotismes. Pour ne plus encourager, solidifier le despotisme ou la tyrannie des institutions dites démocratiques, eh bien, il suffirait de ne plus voter. Pas de vote, pas de légitimité. Je vais vous faire une petite lecture, page 139 de ce livre, juste pour une sorte de synthèse de ce qu'il dit. Soyez résolus de ne servir plus et vous serez libres. En d'autres termes, ne plus servir, donc ne plus aller à la soupe, si je puis dire, qu'on nous sert, eh bien, ça nous libère. Et alors, il dit, bon, bah, ça serait pourtant simple, quoi, ne plus servir et le despotisme s'écroule. Alors pourquoi ne le fait-on pas? Pourquoi continuons-nous à nous asservir, même, ou à rester dans un état de servitude, que la Boétie dit volontaire? Apparemment, c'est volontaire, puisqu'on ne fait rien pour l'éviter. Alors il dit, bah, il y a une chose curieuse, en fait, c'est parce que pourtant la nature ne nous a pas fait comme ça. Alors j'imagine, quand il parle de la nature, il parle j'imagine, de Dieu, mais c'est pas clair. Mais peu importe, il nous a fait plutôt aidants les uns avec les autres, les plus forts aidant les plus faibles, dans les traditions, dans les vieilles traditions de civilisation, dit la Boétie, il était naturel que les plus forts aident les plus faibles, il était naturel qu'il n'y ait pas de pouvoir qui se fasse le malheur, et il dit la nature nous a tous fait compagnons. Et il dirait donc le despotisme est contre nature. Et donc il va essayer de répondre à cette question. Pourquoi nous libérons pas de l'asservissement? Pourquoi notre servitude est volontaire? Et pourquoi, alors que la servitude est contre nature? Il décrit 3 sortes de tyrans. Le premier tyran la première catégorie serait des tyrans élus, donc très proches de ce que nous connaissons. La deuxième catégorie de tyrans, ce seront des tyrans qui obtiennent le pouvoir par la force, par les armes, coup d'État, Chili, Argentine, etc. Et puis le troisième type de tyrans, ce sont des tyrans qui héritent de leur pouvoir, typiquement les monarchies. Et donc le constat que la Boétie fait, c'est que
Toutes les tyrannies ont le même mode de fonctionnement, quel que soit le type de tyrannie qu'il a distingué. Quel que soit le type de tyrannie, elle fonctionne de la même façon et elle perdure de la même façon. Et donc elle permet aux asservis, aux soumis, elle permet d'accepter leur servitude et même elle obtient la servitude volontaire. Alors comment font ces despotismes, quelle que soit donc leur catégorie, pour faire ça? Il y voit trois choses. La première chose, c'est que les hommes naissent serviles, puisqu'il n'y a pas d'autre aujourd'hui, il n'y a pas de... J'en connais pas, peut-être pas au Chiapas peut-être, il n'y a pas d'organisation sociale où il n'y a pas d'un côté un pouvoir fort et de l'autre côté des gens serviles, une multitude servile. Et donc, quand nous naissons, vous, moi et tous ceux qui vont arriver, tous ceux qui sont passés, sont nés dans une organisation où où ils étaient serviles, pour la majorité d'entre eux. Et donc l'État, alors bien sûr, l'éducation pour nous apporter de la raison, de la culture, du questionnement sur ça, etc. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention à ce que l'éducation n'apporte pas ces questions-là, ça serait quand même terrible pour le despotisme. Il faudra donc éviter d'y enseigner trop d'histoire, parce que ça nous rendrait cultivés sur notre passé, et ça nous enseignerait sur notre passé. Il ne faudrait pas enseigner trop de sciences, enfin pas de sciences, mais d'art rhétorique par exemple, ou d'art de la pensée, évidemment, parce que ça pourrait on pourrait finalement définir notre condition comme étant une condition de servitude volontaire, et une fois qu'on l'aurait définie, on pourrait l'interroger. Donc il faudrait éviter ça. Et puis il y a une deuxième chose qu'il faut faire pour que nous continuions à penser que la seule condition possible est notre condition de servilité. Il faut que l'on encourage les coutumes et montrer que cette servilité vient de coutumes, de traditions. Et effectivement, si vous retrouvez dans la Perse, dans l'Égypte et dans la Chine, l'ensemble des grandes traditions nous indiquent que nous sommes serviles et qu'il y a des despotes et qu'il y a des serfs et que ceci fait partie de la loi des choses. Et qu'il n'y a pas de raison de se poser d'autre question que ça. Et d'ailleurs, s'il y en avait une, elle serait vite éteinte. Parce qu'on irait à l'encontre de la coutume, à l'encontre de la tradition. Les plus récentes traditions, dans le fond, chez nous, elles datent de 1789, hein, et puis on nous a, comment dire, convaincus que le fait de mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans était la liberté absolue, que le fait d'élire ses maîtres était la panacée totale de la liberté, n'est-ce pas? Donc, et nous y sommes faits. Alors, regardez, si jamais vous dites ce que je vais dire maintenant, que le vote consiste à lire ses maîtres, on va me dire que je suis antidémocratique, que je suis, enfin je ne sais pas, je n'ai pas les mots en tête dont on pourrait me traiter. Je préférerais d'ailleurs qu'on traite mon propos plutôt que me traiter moi, mais c'est pas souvent ça qui arrive. Et donc c'est tellement ancré chez nous que, par exemple, le fait de dire je n'irai pas voter parce que je ne veux pas légitimer un pouvoir avec lequel je ne suis pas d'accord, il ne s'agit pas du candidat, il s'agit du pouvoir, de l'institution même, de la tyrannie molle, mais tyrannie tout de même dans laquelle nous sommes. Eh bien, je me ferais traiter, alors probablement je ne ferai pas mon devoir de citoyen, on devrait me primer mes droits de citoyen. Quel droit d'ailleurs, je me pose la question. Peut-être la carte d'identité est un droit, c'est-à-dire avoir une identité, c'est intéressant. Et puis on me dirait que c'est l'incivilité, enfin bref, tout ce qu'on entend, il faut faire son devoir, etc. Bien. Donc la coutume est tellement à ce point forte, si vous voulez, qu'il faut l'enrichir, il faut qu'elle se répande, il faut la maintenir pour que nous pensions que la servitude volontaire dans laquelle nous sommes est une des conditions de notre liberté. Troisième condition dans laquelle la Boétie décrit pour que les tyrannies durent et perdurent, c'est l'abêtissement. Alors j'en ai un petit peu parlé en disant si on pouvait ne pas être trop enseigné et trop éduqué, c'est bien, parce que dans ce cas, ça permet aux tyrannies de perdurer, parce qu'elles ne peuvent pas être mises en question, la multitude non éduquée pensant que leur servitude est naturelle.
Et donc, mais il faut maintenir cet abêtissement. Alors, au temps des Romains, de l'Empire, on avait trouvé tous les jeux. Rappelez-vous de Néron, qui, quand il est mort, le peuple a pleuré parce qu'il n'y avait plus de jeu, il n'y avait plus de. Voilà, on ne pouvait plus se distraire. Donc, pour abêtir le peuple, il faut de la distraction, dit la Boétie. Et les distractions, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui manque. Même l'information devient une distraction, il faut qu'elle soit traitée comme telle, alors avec des moments de gravité et des moments de légèreté, ce qui fait une sorte de comédie dramatique, mais c'est de la distraction, il faut que les émissions sérieuses soient moins graves et donc plus légères, parce qu'il faut que ça distrait, et la distraction est la seule, et les communicants conseillent à ceux qui communiquent, confère le mot communication qui est en ligne peut-être ou pas encore, mais qui le sera bientôt, eh bien, il faut distraire, il faut évidemment être sérieux quand il faut être sérieux, il faut être léger quand il faut être léger. Donc tout ça fait partie d'un ensemble d'un spectacle permanent. Et puis si ça ne suffit pas, alors et ça ne suffit pas, alors on fera des jeux. Alors on fera des coupes du monde de football, des coupes du monde de rugby, des coupes de ceci, des coupes de cela. Et puis si ça ne suffit pas, et ça ne suffit pas, alors on tombera si possible dans la vulgarité pour que le vulgus peccum s'y complaise, et donc on fera comment on appelle ça là, des émissions de télévision là, absolument terribles. Bon bref, télé-réalité, ces choses-là, on étalera les sentiments, les émotions et le sexe comme une distraction tout à fait intéressante et tout à fait enrichissante. En d'autres termes, mais il y a d'autres moyens, et d'autres moyens sont entrepris, sont utilisés. Hein. Alors évidemment, les moyens techniques sont tellement énormes aujourd'hui que la servitude n'est pas près de cesser. Mais il y a d'autres moyens. Il suffit par exemple de faire croire à un peuple qu'il contribue à son destin en lui donnant en pâture des sujets fondamentaux. Par exemple, faut-il passer la limitation de vitesse sur les autoroutes de 130 à 125, faut-il interdire les cigarettes je sais pas où, ou les e-cigarettes je sais pas où, voilà, enfin bref, on nous donne des os à ronger, quand les chiens ont des os, les chiens sont tranquilles, et ça fait débat partout, et ça donne l'impression que nous participons, nous contribuons sur des sujets fondamentaux à la conduite de notre destin. Et vous remarquerez donc nous continuons à servir avec bon an mal an d'ailleurs. On n'est pas content de la façon dont on sert, mais on sert. Alors on préférerait, je sais pas, avoir plus de pouvoir d'achat. Alors évidemment, le despotisme consiste à dire bon très bien, ceux qui résistent trop en auront un peu, ceux qui résistent peu n'en auront pas, et puis le pouvoir d'achat, c'est ce qui occupe le plus. Pendant ce temps-là, quand on aura le pouvoir d'achat, quand la satiété sera faite, sera obtenue, alors ils seront tranquilles. Alors évidemment, là encore, vous allez me trouver excessif, mais quand il y a de l'excès, c'est qu'il y a une réalité. Et que si je la décris excessive, il n'empêche que la réalité existe. Donc, réfléchissez, moi j'ai réfléchi à tout ça, je vous engage à y réfléchir aussi, à regarder comment ces systèmes fonctionnent, comment finalement la tyrannie est là, elle est bien là, elle évidemment pas sur des formes plus acceptables pour les asservis, et bien entendu, il faut qu'elle soit acceptable, parce qu'on a eu quelques traditions, on a été un peu dans la rue pour se retrouver dans finalement une autre servitude, volontaire, toutes volontaires, et je crois que c'est ce qui nous est posé. Pourquoi nous le voulons encore? Sachant qu'en lisant la Boétie, ça nous fait découvrir, il y a d'autres livres évidemment, mais lui me paraît majeur dans la compréhension, et ça nous pose la question à nous-mêmes en fait, c'est comment supportons-nous ça? Comment supportons-nous ça? Pourquoi supportons-nous ça? Pourquoi en plus allons-nous servir ça? Et pourquoi le faisons-nous? Alors la Boétie nous donne quelques éléments de réponse, mais les réponses, c'est nous qui devrons les trouver un jour ou l'autre, si nous pensons que la liberté est supérieure à l'asservissement. Voilà pour ce livre. Pour le coup, là, je voudrais bien que vous le lisiez, celui-là. Je trouve que ce serait bien que vous le lisiez, si vous ne l'avez pas lu. Hein.
D'abord, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des mots formidables de vieux français que j'ai découverts, que je connaissais absolument pas. Je ne parle pas vieux français couramment, mais il y a des mots qui sont... Alors, je voudrais vous en prendre un ou deux, parce que c'est quand même formidable, ces mots-là. Douloir, par exemple, le mot douloir, D-O-U-L-O-I-R, ça veut dire éprouver de la douleur. C'est un verbe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un autre mot, enfin j'en ai quelques autres comme ça. J'aurais dû les noter avant, ce qui nous aurait permis de perdre moins de temps. Un guerdon, par exemple, pour guerdon. G-E-R-D-O-N. Un guerdon, c'est une récompense, figurez-vous. Un entretènement, c'est un entretien ou un maintien. C'est pas entertainment, hein, d'accord? Un loyer, par exemple, c'est une contrepartie. Et se reboucher, c'est s'émousser. Se reboucher, c'est s'émousser. Voilà, il y en a plein d'autres. Mais bon. Donc moi, j'ai trouvé ces mots très très amusants. Et à la fois, je les trouve assez précis, en fait. Ils décrivent des choses assez précises. Donc, j'ai trouvé ça plutôt... c'est heureux, quoi, de retrouver ces mots-là comme ça. C'est un vrai bonheur. Voilà. Et puis, la deuxième chose, vous l'avez compris, c'est que ça nous interroge vraiment sur ce que nous sommes dans notre société, dans le fond, et ce que nous voulons qu'elle soit pour nos enfants. Et la question que moi je me suis posée à la fin de la lecture de ce livre, il y a quelque temps déjà, mais que j'ai relu pour vous en parler, c'est mais est-ce que nous allons, nous, faire naître nos enfants avec l'idée qu'ils doivent continuer notre condition de servitude volontaire? Voilà, merci pour votre attention. J'espère à une prochaine fois pour un prochain mot. Un prochain livre. Je me mélange tout. À bientôt. À bientôt.